Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Le monde n'a rien de prévisible, l'épidémie de Covid-19 en est la preuve. Il devient de plus en plus difficile pour les organisations de se prémunir de ces événements extérieurs. Aussi bien les business plans que les prévisions économiques de toutes sortes ont volé en éclats ces 2 dernières années. Une bonne raison aujourd'hui pour les entreprises de repenser leurs outils prédictifs. Tenter de prédire et puis subir, c'est de l'histoire ancienne. Il faut désormais agir. Ce n'est pas notre invité qui nous dira le contraire. Philippe Silberzan, professeur à l'EM Lyon et auteur de Bienvenue en incertitude, survivre et prospérer dans un monde de surprises est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. On vous connaît, hein. Vous êtes déjà venu dans cette maison Smart Job. Je le disais, Philippe Silberzan, la crise sanitaire est un exemple. La guerre en Ukraine, on pourrait dire, en est aussi un autre. Selon vous, les grands événements du XXIe siècle n'auraient pas pu de toute façon être anticipés? Alors la plupart d'entre eux, effectivement, hein, on est dans un monde de surprises. Alors ça n'est pas nouveau, mais là on a quand même l'impression que ça se un peu bouscule au portillon. Et alors après coup, on peut expliquer pourquoi telle ou telle chose s'est passée, mais la réalité c'est qu'effectivement la plupart des grands changements n'ont pas été prédits, ou s'ils l'ont été prédits, c'est souvent un peu par hasard. Et évidemment, ça pose un défi fondamental à ceux qui doivent prendre des décisions en amont. Et donc c'est de ce constat que vous êtes parti, justement, cette succession d'événements extérieurs qui arrivent, qui viennent bousculer les organisations, et c'est là qu'on se dit bon, faut peut-être changer de stratégie. Oui, voilà, on a bâti. Alors moi, je viens du monde du management, mais on retrouve ça dans toutes les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, les gouvernements, les sociétés. On a bâti la prise de décision sur un paradigme prédictif, effectivement, qui consiste à dire je fais une prévision sur l'avenir et après je déroule un plan d'action. On voit ça dans des business plans, dans des plans d'action, même dans l'élection présidentielle où on demande un projet, on demande des plans. Et ce paradigme prédictif, évidemment, il est extrêmement fragile. Là encore, dans les élections, on sait que quand un président arrive, très vite, les événements font que tout ce qu'il avait prévu devient rapidement obsolète. Et on est à ce moment-là plus dans de la réaction, de l'adaptation au mieux. Et donc, ça pose quand même... Il y a bien une raison pour laquelle les entreprises, elles tentent quand même de prévenir l'avenir. Pourquoi ça les rassure déjà, peut-être? Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, si vous lancez un produit, vous avez besoin de prévoir sa fabrication, vous avez besoin d'un élément de prédiction. Vous mettez en route une usine, la voiture va sortir, ou les bouteilles de parfum, etc. Donc on ne peut pas totalement se passer de ce paradigme prédictif. Il va falloir monter l'usine, la mettre en route, etc. Mais si on ne se base que sur le prédictif, là, effectivement, on risque d'avoir de grandes déceptions. Donc il faut continuer, certes, à faire des prévisions pour certaines choses, mais savoir qu'il y a quand même des chances que ces prévisions ou ces prédictions se révèlent fausses. Et donc, je dirais qu'il faut un paradigme un peu multiple en disant attention, beaucoup des choses que l'on prédit seront fausses, ne se révéleront pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Donc, il faut changer la manière aussi dont on perçoit le futur. C'est un changement de modèle que vous proposez là. Quelle est votre définition, pour qu'on comprenne bien votre définition de l'incertitude? Et en quoi, si je comprends bien un peu votre message, en quoi elle peut être aussi... Enfin, elle peut aussi avoir un aspect positif au sein des organisations. Alors, effectivement, l'incertitude, c'est l'absence d'information. Hein. Si vous lancez un produit de livraison de repas à domicile, c'est pas trop difficile d'essayer de savoir ce que pensent les clients potentiels, s'ils veulent de la vitesse ou du choix, etc. Parce que l'information existe, mais vous ne l'avez pas. Et là, on va faire une étude de marché. L'incertitude, ça va caractériser des situations radicalement nouvelles, le Covid, l'Ukraine, etc., pour lesquelles on n'a pas de précédent exact, donc l'information n'existe pas. Voilà, donc c'est vraiment ça la définition de l'incertitude. Comme ça ne s'est jamais produit, on ne peut pas se baser sur un historique sur lequel on pourrait dire, bon, comme il y a eu ça dans le passé, ça va se reproduire, on va voir la même chose. Donc on est face à l'inédit, et évidemment, l'inédit, on ne peut pas se baser sur l'historique. Donc vous allez peut-être nous dire comment on va arriver à la gérer, cette incertitude, comment les managers peuvent ou non d'ailleurs l'appréhender. Je crois qu'il faut respecter une certaine posture quand même, selon ce que vous nous dites, pour
agir efficacement dans l'incertitude, il y a une posture qu'il faut absolument avoir, des impératifs? Alors voilà, il y a quelques impératifs. La première chose, effectivement, c'est de se dire beaucoup des éléments qui surviennent, on ne les contrôle pas. Donc là, on n'a pas la main. Par contre, ce que l'on peut contrôler, c'est ce qu'on en fait. Donc il y a une surprise, on n'était pas capable de l'empêcher, on est pris par surprise, mais ce que l'on fait de ça, là, on a un degré de contrôle. Donc c'est une posture que, pour simplifier, on peut appeler un peu entrepreneuriale, dans laquelle on va dire, bon, voilà ce qui se passe, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, là, je ne suis pas responsable. Par contre, je peux en tirer parti et donc agir un peu effectivement en entrepreneur. Ça, c'est un peu le premier élément de posture. Le deuxième élément de posture qui est lié à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de dire que l'incertitude, elle va amener son lot de changements, c'est-à-dire beaucoup des choses qui ont été vraies pendant très longtemps deviennent fausses. Et donc, il va falloir apprendre à remettre en question des croyances qui ont pu être utiles et vraies pendant très longtemps. Donc ça, c'est un peu le deuxième élément de posture, c'est être capable de se dire, attention, qu'est-ce que je crois aujourd'hui qui est devenu faux? Et c'est facile à dire et c'est difficile à faire, évidemment, dans la réalité. Donc, de la même manière que les entreprises et organisations s'appuient sur des outils prédictifs, là, vous leur proposez de s'appuyer sur d'autres outils. Ça marche à peu près de la même manière? Ce sont des outils aussi que vous proposez? Alors, des outils, pas forcément. C'est plus, effectivement, pour reprendre votre terme qui me semble très important, c'est plus une posture qui est effectivement d'avoir de façon systématique une capacité à passer en revue ses croyances et ses hypothèses. Donc, encore une fois, ce que l'on voit en ce moment, c'est que beaucoup de choses qui ont été vraies pendant très longtemps ne le sont plus. Donc, les croyances, les modèles mentaux sur lesquels on a basé le développement de l'organisation, alors ça, évidemment, le télétravail dont on a tous beaucoup parlé a été un exemple presque caricatural de croyances qui ont été vraies pendant très longtemps et qui tout d'un coup sont plus vraies. Pendant très longtemps, le télétravail, c'était en gros un avantage en nature qu'on donnait à quelques employés qui en gros n'avaient pas de perspective de carrière. Et puis tout d'un coup, c'est devenu la base de la façon dont on repense le travail. Donc les modèles mentaux ont explosé. Et donc cette capacité à examiner de façon systématique les modèles mentaux, c'est pas vraiment une méthode, mais oui, c'est plus effectivement une posture, une habitude qu'on doit prendre, que ce soit dans les RH, dans les départements stratégie ou dans tous les départements des organisations, c'est de se dire attention, il y a des croyances qui nous servent pendant très longtemps, mais peut-être qu'elles sont en train de devenir fausses et donc il faut prendre cette habitude de les exposer et de les questionner. Sont-elles encore vraies? Et là-dessus, la crise sanitaire a peut-être aidé justement à faire accepter ces nouveaux modèles de management. On a tellement tenté de nouvelles choses dans les entreprises que peut-être que là, on peut aller vers ça peut-être de manière plus simple. Voilà, c'est l'avantage des crises. Alors elles ont évidemment leur lot d'événements très négatifs, mais on sait aussi que beaucoup de systèmes changent que malheureusement lorsqu'il y a une crise. Donc on l'a effectivement beaucoup vu avec l'épidémie, le système de santé, mais le monde du travail, le télétravail, c'est vraiment pour la première fois développé massivement en raison de cette crise. Donc il y a des effets bénéfiques. C'est peut-être plus simple de faire accepter aujourd'hui auprès des managers cette incertitude, ce concept d'incertitude après 2 ans de Alors sanitaire. voilà, effectivement, je crois que tout le monde là est d'accord pour dire qu'il y a de l'incertitude. Cela dit, rappelons-nous, il y a quelques mois, on se disait bon, ça y est, le Covid, c'est à peu près terminé. Et puis on a eu la 5e vague. Et puis après, on s'est dit bon, la 5e vague se termine, donc là c'est bon, on va pouvoir. Et puis maintenant, il y a l'Ukraine. Donc la grande difficulté, je discutais avec un dirigeant il n'y a pas très longtemps, il me disait il y a aussi une fatigue qui est réelle, aussi bien dans le management que dans les collaborateurs, parce que on aimerait tous se poser quand même dans un état un peu stable. Et malheureusement, je crois que ça n'est pas encore pour tout de suite. Une question aussi, Philippe Silberzen. Comment emmener, motiver ces équipes? C'est vrai quand on est manager, on donne un objectif. Voilà, il faut emmener, motiver ces équipes. Comment faire ça si on n'est pas sûr de l'avenir? C'est pas un peu compliqué? C'est pas un peu paradoxal? Si, c'est une très bonne question. C'est qu'on pense que pour motiver des équipes, il faut donner des objectifs. Or, on sait aujourd'hui que donner des objectifs, c'est devenu compliqué. Mais en fait, il y a plein de manières de motiver des équipes autres que de donner un objectif. On pense que le leader, c'est quelqu'un qui doit dire voilà où on va et vous allez me suivre. Non, le leader, ça peut être justement quelqu'un qui dit voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, mais cette incertitude va avoir des aspects négatifs. Effectivement, je ne peux pas trop vous dire où on sera dans 3 semaines, mais il y a aussi des opportunités. Donc ensemble, on va essayer de construire ces opportunités. Donc c'est effectivement, vous parliez de posture et le terme est vraiment important. La posture aujourd'hui d'un manager, ça peut être précisément peut-être d'être un peu plus entrepreneurial en disant plein d'incertitudes, on ne sait pas forcément où on va, mais ça n'empêche pas d'avancer et puis de découvrir peut-être de nouveaux clients, de nouvelles offres, de nouvelles possibilités, de nouveaux talents aussi, parce qu'il y a des talents qui se révèlent dans l'incertitude. On pensait que Dupont était comme ci, mais en fait, il s'avère que cette personne peut faire des choses auxquelles on n'avait absolument pas pensé. Voilà, donc
sans nier le côté anxiogène et parfois très négatif, il faut aussi se dire il y a des possibilités d'en faire quelque chose et on peut motiver des équipes justement là-dessus en disant non, il y a plein de possibilités. Et ce modèle-là, il est applicable aux plus grosses structures. C'est vrai qu'elles sont moins agiles que les PME, que les startups. Vous pensez que c'est adaptable à des grandes entreprises? Oui, moi je l'ai vu partout. Hein. C'est vraiment là, il y a une possibilité de leadership à tous les niveaux, dans les grandes entreprises, dans des PME, dans des entreprises publiques, dans des ministères. C'est vraiment là, je dirais, la crise, c'est vraiment l'occasion du leader. Les leaders se révèlent dans la crise. Churchill a été un politicien médiocre toute sa vie, jusqu'en 1940, où il a été le leader qu'on a connu. Donc il y a aussi ça. Et les leaders peuvent surgir, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, de n'importe où, de partout, quelle que soit leur formation, leur origine. Voilà. Donc il y a des opportunités de leadership dans les crises et on peut voir de très belles choses, des gens qui se révèlent justement dans ces situations difficiles. Une dernière question, c'est vrai qu'on a parlé donc des différents types d'organisations, des managers évidemment. Tous les acteurs économiques, selon vous, bénéficieraient de cette nouvelle approche, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des investisseurs. Il ne s'agit pas que des managers non plus. Non, moi je milite pour ce que j'appelle une culture de l'incertitude et je pense qu'elle bénéficierait assez aux politiques qui sont encore, et on peut le comprendre, hein, très je dirais en réaction, en disant voilà, il y a des choses qui se passent, comment je réagis. Je crois que pour revenir sur le paradigme que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on cesse de dire qu'un manager c'est quelqu'un qui doit prédire. Bien sûr, il y a une partie, mais aussi un manager c'est quelqu'un qui doit vivre dans l'incertitude. Et ça, effectivement, c'est pour les managers, c'est pour les décideurs, mais c'est pour tous les collaborateurs. Chacun peut être acteur, dans une certaine mesure, de quelque chose de plus créatif dans l'incertitude. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Philippe Silberzan de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes professeur à l'EM Lyon et également auteur de Bienvenue en incertitude. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Tout de suite, les entreprises s'engagent.